Au palais de justice fédéral, un adolescent noir, calme, franchit les portes principales, prêt à commencer sa journée de travail. Il portait une chemise blanche fraîchement repassée, un pantalon bleu foncé et un cartable en cuir usé, offert par sa mère pour son stage d'observation. Jules Marceau n'avait que 17 ans, mais ce matin-là, il marchait comme quelqu'un qui avait une mission. Il avait été sélectionné pour prendre la parole lors d'une audience sur la réforme de la justice des mineurs, un honneur rare dans la ville de Montreval, Louisiane. Il était le plus jeune à participer à ce programme pilote, et tous ses professeurs étaient fiers. Mais à peine franchit-il les portiques de sécurité que la température changea. Un garde en uniforme bleu, large d'épaules, visage sec et plissé, s'avança vers lui d'un pas décidé, presque mécanique. Son badge accroché à la poitrine brillait sous les néons du couloir. Capitaine Marcellin. Il n'avait pas besoin de parler pour imposer une tension dans l'air. Ses yeux, petits et durs comme des pierres, balayaient tout ce qui se trouvait devant lui. Puis ils s'arrêtèrent sur Jules. Le jeune homme s'immobilisa. Il n'était pas en retard. Il avait suivi les consignes, franchi les contrôles, porté son badge bien en vue. Il avait même vérifié 3 fois l'heure de convocation et gardé sur lui une copie imprimée du courriel officiel, de peur que la version numérique ne suffise pas. Il avait choisi sa tenue avec soin, chemise claire, pantalon bien repassé, basket propre. Pas parce qu'il voulait impressionner, parce qu'il savait qu'il devait effacer, avant même de parler, toute excuse qu'on pourrait avoir de le suspecter. Parce qu'il savait qu'un simple détail, une capuche, une chaîne, un genre trop décontracté, pouvait suffire à transformer une invitation en suspicion. Mais l'expression de Marcellin disait autre chose. Ici, la loi changeait de visage selon celui qu'elle rencontrait. Pas besoin de grands discours. Juste ce regard, ce pli dans le front, ce soupir à peine audible. Une posture familière, héritée de ceux qui pensent encore que l'autorité leur donne le droit d'évaluer la légitimité d'une présence. Le regard du capitaine glissa lentement sur Jules. Des baskets soigneusement nettoyées à la chemise repassée, mais s'attarda sans détour sur sa tête, plus précisément sur ses tresses. Des tresses fines, tissées avec soin, attachées avec une précision qui parlait d'amour, de culture, de patience. Ce n'était pas juste des cheveux. C'était une part de lui, une mémoire silencieuse portée haut. Sa mère les lui avait faites 2 jours plus tôt. Il s'était assis au sol, entre ses genoux, comme lorsqu'il était petit. Elle n'avait pas parlé, mais ses doigts avaient parlé pour elle. Chaque tresse, une ligne d'attention. Chaque mouvement, une preuve qu'on peut réparer le monde un geste à la fois. Et maintenant, devant ce regard froid, ses tresses devenaient soupçonnables. Ce n'était plus un signe de tendresse, mais un drapeau qu'on scrute comme s'il pouvait contenir une menace. À cet instant, Jules sentit ce vieux frisson, celui qu'on apprend à reconnaître très tôt, bien avant les premières leçons de morale à l'école. Le frisson du doute imposé. Celui qui fait que, même avec les papiers en règle, le sourire prêt, le pas confiant, quelque chose peut toujours vous être reproché. On ne sait jamais quoi. Un ton, une démarche, une coiffure. Quelque chose qui ne passe pas. Il raffermit sa posture, inspira discrètement et s'approcha de Marcellin avec calme. Pas un mot plus haut que l'autre. Ne pas contrarier. Ne pas hausser le ton. Ne pas répondre trop vite, ni trop lentement. Marcher sur cette ligne invisible qu'on espère ne pas franchir, sans jamais savoir où elle commence. Jules tendit son badge de stagiaire avec un sourire poli, maîtrisé, le genre qu'on apprend à porter comme un uniforme invisible. Il avait répété ce moment mentalement, comme un passage obligé, montrer qu'on est à sa place, qu'on connaît les règles, qu'on les respecte, qu'on ne dérange pas. Marcellin ne le prit même pas. Il jeta à peine un coup d'œil, comme si le badge était accessoire, comme si rien ne pourrait vraiment lui accorder sa légitimité. « T'as un rendez-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton sec, comme s'il anticipait déjà une faille, une faute, une irrégularité. Il ne posait pas une question. Il lançait une accusation déguisée. Jules hocha la tête. « Oui, monsieur. Je suis invité à l'audience sur les réformes judiciaires. Je suis censé prendre la parole à 11 heures. » Le capitaine haussa un sourcil, l'air sceptique, puis laissa passer un silence glacial. Il scrutait Jules comme un instituteur à l'affût d'un mensonge d'élève, comme si chaque seconde de silence pouvait le trahir, comme si la vérité, dans sa bouche,
devait être suspecte par nature. Puis il fronça les sourcils. « Ah ouais? On n'a reçu aucun ado noir au programme. Ça m'étonnerait. » Il se retourna et fit signe à 2 autres agents. Contrôle renforcé. Protocole spécial. C'était dit comme une routine. Comme si Jules n'était pas une personne, mais un colis suspect. Comme si les mots « ado noir » justifiaient à eux seuls une vérification plus poussée. Les 2 agents s'approchèrent. Aucun d'eux ne souriait. Il n'y avait pas d'agressivité ouverte, juste cette mécanique glacée, huilée par l'habitude. Jules tenta de parler, d'expliquer, de montrer le courriel officiel qu'il avait imprimé, mais sa voix s'étrangla. Il savait qu'il devait rester calme, articulé, garder le ton posé. Mais quelque chose en lui se brisa un peu quand il vit le regard indifférent de Marcelin. Ce regard qui disait « Peu importe ce que tu diras, on a déjà décidé ce que tu es ». Un des hommes lui prit son sac sans ménagement. L'autre, plus grand, posa une main ferme sur son épaule. « Suis-nous ». Ils l'emmenèrent dans un couloir latéral, loin des regards. Les murs y étaient plus étroits, les lumières plus crues. À chaque pas, Jules sentait un poids invisible s'alourdir sur ses épaules. Les bruits des bottes sur le sol résonnaient comme des coups sourds dans sa poitrine. Il pensa à son père, à sa mère, à sa sœur, à cette matinée ordinaire, pleine d'espoir. Il revoyait sa mère lisser le col de sa chemise, ses doigts tremblants d'émotion. Il se rappelait les mots de son père. « Garde la tête haute, quoi qu'il arrive. » Et sa sœur, surtout, qu'il avait pris à part et dit, en tressant ses cheveux, « Faut qu'il comprenne que t'es pas là pour t'excuser d'exister. » Mais comment tenir tête à une machine bien huilée pour broyer les voix hors cadre? Ils arrivèrent devant une porte métallique. Sans mot dire, un agent entra un code. La serrure cliqueta. On le poussa à l'intérieur. Une salle vide, froide, sans fenêtre. Une chaise en métal vissée au sol. Une table d'acier. Rien d'autre. Il y eut un bref silence. Puis la porte se referma derrière lui avec un bruit sec, comme une sentence. Jules resta debout un instant, interdit, les bras ballants, son sac déjà ouvert sur la table, vidé de son contenu en silence par l'un des agents. Il regarda autour de lui. Tout ici semblait conçu pour effacer, pour effrayer, pour réduire à rien. Jules ouvrit la bouche. Je ne comprends pas. C'est quoi ce protocole? Je suis là en tant qu'intervenant. Sa voix tremblait, mais il se força à la tenir. Marcelin entra à son tour, refermant la porte derrière lui. Il se dirigea lentement vers un tiroir, en sortit une tondeuse électrique, la posa avec lenteur sur la table. Le son du métal contre le métal résonna comme une sentence. Jules fit un pas en arrière. Son dos heurta le mur glacé. « Tu sais ce que je vois ?» dit Marcelin, son ton moqueur perçant le silence. Un gamin déguisé en fonctionnaire qui pense pouvoir duper le système. Tu pourrais cacher n'importe quoi dans ses cheveux. Sécurité avant tout. C'est absurde, tenta Jules. Personne d'autre n'a eu à... Mais il n'eut pas le temps de finir. On l'attrapa par les bras, on le força à s'asseoir. La chaise grinça sous la pression. Il serra les poings, planta les pieds au sol. Il sentit la ceinture de sécurité claquer autour de sa poitrine. Trop serrée. La tondeuse se mit à vrombir. Ce son aurait pu être banal, ridicule, dans un autre contexte. Ici, il était brutal. Un agent écarta ses tresses avec rudesse. Le premier contact de la lame contre son crâne fut un choc, un frisson d'humiliation. Chaque mèche coupée était une entaille invisible dans sa dignité. Il voulait hurler, protester, se lever. Mais il resta immobile, pas un mot, pas une larme. Il fixa un point dans le vide, un coin du plafond. Il se concentra sur sa respiration. Lentement, inspirer, expirer. Une technique que son grand-père lui avait apprise pour les moments de colère. Jules en avait besoin maintenant. Les tresses tombaient au sol comme des feuilles arrachées. Un des agents ricana. « Ta meilleure tête comme ça, moins de prétention. » Marcelin souriait à peine, satisfait, comme un homme qui venait de restaurer l'ordre. Quand ce fut terminé, ils déverrouillèrent la ceinture et lui lancèrent son badge. Il était froissé, le plastique abîmé, le nom à peine lisible. On lui ouvrit la porte. « La salle est au bout du couloir. Dépêche-toi. » Il se leva sans un mot, ramassa son sac, qui n'avait plus la même forme, puis sortit. Le couloir lui parut plus long qu'à l'aller. Il marchait lentement, mais droit. Il ne courait pas. Il respirait profondément, chaque pas un défi lancé au monde. Il croisa un agent de l'accueil qui baissa les yeux. Une employée détourna le regard.
d'autres faisaient semblant de lire leurs écrans. Le silence autour de lui pesait plus que les insultes. Il franchit les grandes portes de la salle d'audience. Le bois massif grinça légèrement sous sa main. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains sursautèrent. D'autres restèrent figés. Ils le reconnurent. Il devait parler ce matin, le jeune espoir, l'invité. Mais il n'avait plus ses tresses, plus ce calme maîtrisé qu'il portait comme une armure, juste la peau nue de son crâne. Des marques rouges visibles, et les épaules droites, malgré tout. Il marcha jusqu'à la table des intervenants. Le président du comité, un avocat respecté, nommé Maître Renaud, cligna des yeux, surpris. « Monsieur Marceau ?» Jules répondit d'une voix claire. « Présent, monsieur. » Il s'assit, sortit ses notes. Pas un tremblement. Quand ce fut son tour de parler, il se leva sans hésiter. « Je devais vous parler aujourd'hui de mon expérience au sein du système judiciaire en tant que jeune citoyen. Mais ce matin, j'ai vécu une autre réalité. Une réalité brutale. » Un silence pesant s'abattit. En entrant dans ce bâtiment, j'ai été traité comme un criminel. J'ai été rasé de force, humilié. Pas parce que j'avais fait quelque chose, mais parce que j'étais là, noir, adolescent, et que ma présence dérangeait. Les murmures commencèrent. Le président tenta d'intervenir, mais Jules leva la main. « Je ne vous accuse pas, mais je vous oblige à voir ce que certains refusent de reconnaître, ce que la dignité signifie quand elle vous est arrachée sans motif. » Une vidéo surgit. Quelqu'un dans la salle avait filmé Jules escorté par les gardes. La vidéo était déjà sur les réseaux. En 1 heure, elle deviendrait virale. Les médias avaient été là, les sénateurs aussi. Et tout à coup, Montreval devenait le centre d'un scandale national. Le ministère de la Justice fut alerté. Une enquête s'ouvrit. Marcelin fut suspendu. D'autres agents également. Mais Jules n'était pas là pour la vengeance. Il revint le lendemain, crâne toujours nu, accompagné de sa mère et de sa professeure de civisme. Il tenait un dossier intitulé « Protocole Jules ». À l'intérieur, une série de propositions pour protéger les jeunes dans les lieux publics, imposer une formation contre les biais raciaux, créer un système de signalement anonyme dans les bâtiments publics. Il ne cria pas, il expliqua. Il cita l'article 1 de la Constitution, la Déclaration des droits. Il fit valoir sa citoyenneté, son humanité. Dans la salle, des gens se levèrent, d'anciens détenus, des enseignants, des maires, tous avec la même histoire, des silences qu'on n'avait jamais crus. Une dame âgée, foulard autour du cou, s'avança timidement. « Il m'a fait retirer mon voile en 2011. J'ai jamais osé revenir. » Un autre, les yeux humides, raconta avoir été plaqué au sol à 14 ans pour avoir oublié son passe. Chaque témoignage renforçait le poids du moment. Et Jules, sans jamais hausser la voix, resta là, à écouter, à noter, à répondre. Le président du comité, autrefois sceptique, déclara publiquement que le protocole Jules serait soumis à l'Assemblée régionale. 2 autres villes l'adoptèrent en moins d'1 semaine. Le maire de Montreval invita Jules à parler devant le conseil municipal. Le président d'une fondation de justice sociale offrit une bourse en son nom. Mais rien ne remplaça ce qui avait été volé ce matin-là. Jules le savait. Il ne voulait pas de médailles, il voulait des garanties. Et il les bâtit, brique par brique. Il continua de venir au tribunal, pas en victime, mais en vigie. Il créa un groupe pour jeunes témoins de violences institutionnelles. Il ne rata aucune audience sur les droits civiques. Et chaque fois qu'il passait les portiques, un nouveau garde mieux formé lui adressait un simple « Bienvenue, monsieur Marceau ». Et lui, avec ou sans cheveux, répondait toujours avec la même voix calme « Merci, je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour nous ». Mais à mesure que l'écho de son action grandissait, la résistance aussi montait. Des figures politiques dénoncèrent une manipulation médiatique. Une chaîne d'opinion insinua que Jules avait orchestré la scène pour se faire remarquer. Des trolls l'harcelaient en ligne. Son école reçut des menaces. Sa mère dut être escortée par la police pour rentrer du travail. La professeure de civisme fut convoquée par l'inspection. Ils essayaient de le faire taire, de le fatiguer, de le briser. Mais Jules tint. Il tint parce qu'il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que cette bataille, bien qu'injuste, n'était pas vaine. Il lança une pétition. Elle rassembla 300 000 signatures en 3 jours. Il fut invité à Strasbourg, puis à Genève, puis à Dakar.
Partout, on voulait entendre ce garçon au crâne rasé, qui ne criait jamais, mais faisait trembler les murs. Puis un soir, alors qu'il rentrait d'une conférence, il trouva l'entrée de son immeuble taguée. « Traître, rentre dans ton pays, on t'a à l'œil. » Sa mère eut un malaise. Jules appela la police. L'agent qui arriva fut un ancien de Montreval, l'un de ceux formés après l'incident. Il le regarda droit dans les yeux et dit « On va vous protéger, Jules. Je vous le promets. » Ce soir-là, Jules dormit peu. Il regarda longtemps la lumière rouge de l'immeuble d'en face, se demandant si elle clignotait vraiment ou si c'était son cœur qui battait trop fort. Il se demanda combien de temps il tiendrait encore. Puis il se leva, prit son cahier et écrivit une lettre ouverte, non pas aux politiciens, mais aux enfants. Elle fut publiée dans tous les journaux. Elle commençait par ces mots. « Un jour, on vous demandera pourquoi vous avez baissé les yeux. Ce jour-là, j'espère que vous pourrez répondre. Je ne les ai pas baissés. J'étais debout comme Jules. » Et c'est ce qu'ils firent. À la rentrée suivante, dans des centaines d'écoles, des jeunes demandèrent à lire la lettre à voix haute. Des enseignants proposèrent de l'intégrer au programme. Et lorsque Jules revint une dernière fois devant le comité régional, les caméras braquées sur lui, il ne porta pas de cravate, ni de veste, juste un pull simple et une vérité nue. Il déclara « Vous avez changé les lois. Maintenant, changez les cœurs, parce que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas un garçon calme avec des mots. Ce sera un cri que vous ne saurez plus arrêter. » Un homme au fond de la salle éclata en sanglots. C'était l'un des agents suspendus. Il s'avança lentement et tendit la main. Jules la prit, sans rancune, sans fierté, juste la volonté de recommencer. La photo de leur poignée de main fit le tour du pays. Mais ce que les journaux ne captèrent pas, c'est ce que Jules murmura ce jour-là, à voix basse, pour lui seul. « Même si je tombe, il y en aura d'autres. C'est trop tard pour revenir en arrière. » Et en effet, ce fut trop tard. 1 an plus tard, le protocole Jules était inscrit dans le Code des collectivités. Une école portait son nom, et au pied d'un tribunal rénové, une plaque discrète fut posée, à ceux qui ont osé parler quand tout les poussait au silence. Jules passa devant un matin. Il posa sa main sur le marbre froid, puis reprit sa route. Il n'avait que 17 ans, et déjà il avait changé son pays.